France, et au vu des recherches universitaires que nous menons à l'université Panthéon-Assas, où je suis enseignant, et à la faculté de médecine de Lyon 1, où je traite les problématiques de radicalisation et d'études du comportement humain, il s'est avéré que ces éléments-là, sur le fait que des individus qui sont partis s'engager dans un groupuscule armé pour mener des combats pour une idéologie, pour une religion, et qui voulaient avoir une emprise territoriale, et qui, à travers les différentes actions menées par la coalition et par les régimes ou les pays limitrophes, allaient donc quitter cette zone parce qu'ils perdaient le terrain et qu'ils allaient donc revenir pour mener une forme de combat en Europe, nous apparaissait peu probable en termes de volume. Comme on le sait à l'heure actuelle, les services de renseignement français, européens, ont depuis un certain temps une meilleure connaissance de ces groupuscules, des individus qui opèrent sur place, et surtout on a pu constater une certaine manière de se redéployer dans certaines zones en conflit, comme le Yémen, l'Afghanistan, la Libye, là où la guerre peut prospérer, là où il y a de la rébellion. Et donc, pour des gens qui voulaient mourir en martyrs, il était plus stratège d'aller opérer sur des zones de combat, où on avait besoin de bras armés, plutôt que de revenir sur des zones où non seulement il était difficile de passer dans les mailles du filet, et bien évidemment d'être arrêté et traduit devant la justice. Et lorsqu'on interroge beaucoup de ces revenants, bien évidemment, pour beaucoup, ils réinterprètent les faits en se disant en fait, j'étais allé là-bas parce qu'il y avait du tourisme, qui faisait beau, et que pour certains, on leur avait proposé une villa équipée avec le Wi-Fi, la piscine et 3 épouses. Donc la réalité, elle est beaucoup plus complexe, et je vais essayer de développer avec vous ce qu'on sait à l'heure actuelle de ces fameux profils qu'on évoque dans les médias, à travers un acte terroriste, où 3 secondes après, vous avez un expert comme moi qui vient sur un plateau et qu'on vous dit alors parlez-nous du profil. La difficulté, c'est que pour avoir un profil, il faut qu'encore l'individu soit arrêté vivant, ou qu'il se mette à parler, ou qu'on puisse mener une enquête d'environnement, ce qui paraît peu probable. Donc, au sein de ces groupes de recherche que nous menons avec le FBI et USC Californie, qui sont dirigés par le docteur Errol Souters, au sein de USC Californie, on s'est dit comment travailler sur ces individus qui, pour la plupart, sont à la morgue, après que nos forces d'intervention ont mené l'assaut, ou qui se terrent dans le mutisme, comme le cas de Salah Abdeslam, qui ne parle pas. Donc plutôt que de parler de profil, parce qu'encore une fois, ça paraît difficile, on s'est dit qu'est-ce qu'ils ont en commun? Y a-t-il un profil type? Non. Les histoires de chaque individu sont différentes. Donc on s'est attaché à essayer de trouver des déclinaisons de liens, et on s'est attaché à leur mode opératoire. Sont-ils en lien avec l'organisation? Quel type d'action ils ont mené? Avaient-ils du soutien logistique? Avaient-ils été projetés? Donc tous ces éléments-là nous ont permis de décliner des catégories de modes d'opération par rapport aux éléments qui sont détenus à travers l'enquête et qui n'apparaissaient pas intéressants au début pour les enquêteurs, qui, je le rappelle, dans les services de renseignement, mènent en France un travail remarquable, mais comme on dit dans le jargon, ils ont le nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'un analyste, le matin quand il arrive, il a 250 mails qui traitent de capteurs, d'images satellitaires, d'écoutes téléphoniques. J'ai été moi-même analyste, et donc je reviens un peu à mon passé, où j'ai servi pendant 18 ans dans les forces armées et 11 ans dans les services de renseignement. Et donc, quand vous êtes analyste de renseignement, vous avez les nez dans le guidon. Vous avez des politiques qui vous mettent la pression, vous avez votre chef qui vous met la pression, et vous avez plein de notes de renseignement à produire, vous faites du copier-coller pour essayer de répondre à peu près la même chose à tout le monde. Et donc, essayer de comprendre les phénomènes, ce qu'on appelle le temps long, le temps de la recherche universitaire, nécessite non seulement du temps, voilà, on est après presque 6 ans après le début des opérations en Syrie, et on ne sait pas encore beaucoup de choses. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que pour pouvoir quantifier, évaluer ce type d'assaillants, ces individus qui sont projetés ou qui agissent de manière locale, donc ce qu'on appelle la menace endogène, eh ben on a pu sortir 3 types de catégories. La A, qu'on appelle la catégorie A, on n'a pas donné de nom, donc les convaincus par idéologie, c'est ce qu'on a eu malheureusement en France à travers les attentats du 13 novembre. Donc c'est des individus qui sont formés, qui sont déplacés sur les zones de combat, qui ont accès à l'organisation dans son ensemble, qui ont des moyens dédiés et qui sont projetés pour mener des actions de manière coordonnée et dont la finalité est bien évidemment une médiatisation de leur acte à travers une confrontation et mourir en martyr. 13 novembre, Bataclan. Ensuite, on s'est intéressé à d'autres formes, ce qu'on appelle les catégories B. Donc c'est des individus qui sont traités ou par les réseaux sociaux ou par un recruteur, ou souvent les réseaux sociaux l'amènent à un recruteur,
Et là, en fait, parce qu'il s'opère, même si la personne au départ est convaincue sur la nécessité de s'engager dans la cause, est traité sur le plan de la base mentale des individus. C'est-à-dire qu'on conditionne, on opère des techniques de manipulation psychologique. Et là, ces individus-là passent à l'acte, n'ont pas de technicité spécifique, et on les retrouve dans des déclinaisons opérationnelles comme les véhicules béliers, des petites armes de petite catégorie, pas beaucoup de soutien logistique, et avec une mort en finale, et dont la signature est le fameux Al-Rabbal, qui signifie j'ai un lien avec l'islam de Daesh. Ensuite, on s'est intéressé à ceux qui n'avaient ni de lien avec l'organisation, qui ne s'étaient pas déplacés, qui n'avaient pas de structure, et qui étaient très maladroits dans leur manière d'opérer. Et là, on s'est rendu compte que c'est ce qu'on appelle les fameux copycats. C'est des individus qui, à l'époque, se jetaient de leur appartement, se suicidaient sur les rails de métro, et qui transcendaient un mal-être avec une hyper médiatisation de ces phénomènes-là, et qui transcendaient donc ce mal-être à travers une action armée mimétique dans la forme et dans les objectifs, et qui plutôt de passer pour un individu qui était faible et qui s'est suicidé, eh ben on avait quelqu'un qui allait commettre un attentat et qui devenait quelqu'un d'important. D'où l'importance, on ne pourra pas traiter ici, on n'a que 15 minutes, de travailler avec les médias. Donc ces individus-là, on a le cas pour l'attentat qu'il y a eu dans le 19e arrondissement de Paris il y a 2 ans, où un individu a sonné au commissariat de police avec un faux gilet explosif en disant la balle, et bon, il a servi de cible aux policiers qui étaient en train de boire leur café. Donc l'effet recherché est zéro, mais on en a beaucoup parlé. Et là on a dit oui, il a dit à la balle, donc il était lié à Daesh, donc Daesh est très puissant, voilà. Donc on tombe sur ces mécaniques-là. Et à l'époque, il y a quelques années, on s'était dit oui, ok, on commence à mieux comprendre les phénomènes, mais on est en train de vivre une évolution. Une évolution comment? Sur les modes opératoires, sur les liens. Donc les fameux revenants qui beaucoup ont eu peur d'aller se redéployer sur des zones de combat et qui deuxièmement sont suivis par les services de renseignement qui coopèrent. La Turquie a depuis un certain temps décidé de mieux coopérer avec les autorités européennes dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc on a un vrai suivi, une connaissance des individus qui circulent sur place, et les services français ont maintenant des liens, même non officiels, avec des acteurs qui ont combatté, comme l'avait dit Maxime précédemment, dans le cadre de certaines guerres asymétriques. Donc on a de la communication en échange. Donc, quelle est cette fameuse nouvelle catégorie qu'on peut appeler D? C'est des individus qui n'ont pas de lien, qui veulent maintenir l'idéologie, qui ne sont pas traités par un recruteur, qui lundi, mardi sont des citoyens lambda, qui n'ont pas forcément de connaissance de l'islam djihadiste, des dérives qu'on peut avoir sectaires sur l'islam, et qui veulent maintenir cette forme de peur en passant à l'acte, mais sans mourir, sans vouloir mourir, sans vouloir avoir une confrontation avec les forces de l'ordre. Et je rappelle que le dernier attentat qu'on a eu, eh ben, c'est un individu qui a déposé un colis piégé. C'est-à-dire que le volet martyrologie n'est plus l'axe ou l'objectif déterminant de leur engagement.